Bonjour tout le monde, nous voilà en 1957 et en France, le 11 mars, est créée la loi pour les droits d'auteur. Pour les naissances cette année, Frances McDormand, Carole Bouquet, Véronique Geneste et chez les hommes, Daniel Day-Lewis que j'ai adoré dans Le Dernier des Mohicans et Michael Madsen. Quelques décès importants cette année. Humphrey Bogart, qui décède d'un cancer de l'œsophage à 57 ans. Il a pour ancêtre le roi Édouard III, roi d'Angleterre et seigneur d'Irlande pendant plus de 50 ans dans les années 1300. Il est donc descendant de nombreux monarques médiévaux. Il est aussi cousin au 7e degré de Lady Di, Diana Spencer. Il se marie 4 fois et Lauren Bacall, avec qui il a joué plusieurs fois dans des films, sera sa dernière femme jusqu'à sa mort. Pour faire face au comité des activités anti-américaines, il met sa carrière en péril en devenant membre du comité pour le premier amendement en faveur de la liberté d'expression. Il gagne l'Oscar du meilleur acteur en 1952 pour le film L'Odyssée de l'African Queen. En 1999, en hommage, il est premier du classement de l'American Film Institute comme la plus grande star masculine de tous les temps. Il y a aussi Louis Burt Meyer, né Lazar Meir en Russie d'une famille juive, émigré avec sa famille à New York après l'assassinat du tsar Alexandre II. Il commence sa carrière en 1910, à 26 ans, en rachetant des salles de cinéma. Il devient exploitant, distributeur et producteur et gagne le plus haut salaire des États-Unis en 1937. Il déménage à Hollywood et son entreprise, Louis B. Mayer Pictures, fusionne avec Goldwyn Picture Corporation et Metro Picture Corporation et fonde la Metro-Goldwyn-Mayer en 1924 et en devient le vice-président. Jusqu'à la mort, 3 ans plus tard, de Marcus Lowe, et qui fait de lui le seul et unique patron de la MGM. Il est aussi craint que respecté dans le métier et devient l'un des hommes les plus puissants et la figure la plus emblématique d'Hollywood à cette époque-là. Fervent défenseur des valeurs traditionnelles de l'Amérique profonde, d'ailleurs on le voit dans la plupart de ses films, comme Autant n'emporte le vent par exemple, et force d'autoritarisme, il finit par lasser. Et en 1951, après plusieurs tentatives, il finit par être remercié de sa propre entreprise et décède à 76 ans. C'est aussi l'année où Charles Pathé, industriel et producteur de cinéma français, décède à 93 ans, un jour avant ses 94 ans. Vous devinerez qu'il est le fondateur du groupe Pathé Frères, aujourd'hui distributeur, exploitant et producteur de films. Musidora, dont j'ai parlé dans la vidéo de 1955, décède aussi cette année-là. C'est elle qui a créé le terme vamp, qui vient du nom du personnage Irma Vep, qui veut dire vampire, qu'elle incarnait dans la série Les Vampires de La Feuillade. Née Jeanne Roch, elle se produisait dans les grands cabarets de Paris avant de devenir comédienne et réalisatrice. Elle finit par monter sa maison de production en 1909. Elle fréquente Colette, adaptera ses romans au cinéma et fera partie des femmes qui soignent les blessés durant la Première Guerre mondiale. C'est son engagement militant qui inspirera dans les années 70 le collectif Musidora qui reprendra sur ses affiches la silhouette de l'actrice. Place maintenant aux Oscars. Avec 2 westerns, La Loi du Seigneur de William Wyler avec Gary Cooper et Géant avec Elizabeth Taylor et James Dean, qui est nommé meilleur acteur à titre posthume. Une comédie musicale, Le Roi et moi, avec Deborah Kerr. Un péplum, Les 10 commandements, de Cecil B. DeMille avec Charlton Heston et Anne Baxter. Un film d'aventure, comédie, Le Tour du monde, en 80 jours, réalisé par Michael Anderson, qui remporte l'Oscar du meilleur film. Cette année-là, c'est Ingrid Bergman qui gagne l'Oscar de la meilleure actrice dans Anastasia d'Anatole Litvak et La Strada de Fellini gagne l'Oscar du meilleur film étranger. Les chiffres autour du film. 8, les nominations aux Oscars. 5, les Oscars remportés. 112, les sites de tournage. 13, les pays. Mike Todd, le producteur, a déclaré que lui et toute l'équipe du film ont visité tous les pays vus dans le film. 140, les décors. 68 894, casting complet. 7 959 animaux, dont 4 autruches, 6 mouflets, 15 éléphants, 17 taureaux de combat, 512 singes rhésus, 800 chevaux, 950 bourros, 2448 buffles d'Amérique, 3800 moutons des Rocheuses, une vache sacrée et un chat. 74 685 costumes, 36 092 bibelots pour 410 000 $.
10 000 figurants pour filmer la scène de la corrida en Espagne avec le célèbre comique mexicain Cantinflas comme matador. Il avait d'ailleurs déjà fait de la tauromachie. 650 Indiens d'Amérique pour un combat dans un train en Occident. Beaucoup étaient en effet des Indiens d'Amérique, mais certains étaient des figurants d'Hollywood. Todd a essayé de passer un maximum à la réalité où il le pouvait, mais a dû quand même utiliser des maquettes pour ce qui est des navires, des bateaux, du train et du ballon. Le vol en ballon à hydrogène n'existe pas dans le roman de Jules Verne, mais il existe bien dans un roman antérieur, 5 semaines en ballon. À la fin du tournage, Todd était surendetté. Il avait ses créanciers sur le dos, qui avaient peur qu'il ne le rembourse pas, et enfermait donc son film dans un coffre-fort chaque nuit pour s'assurer de la survie du film. Le film a joué à guichet fermé pendant 15 mois, 102 semaines à l'affiche. Autant dire qu'aujourd'hui, si on arrive à 4 semaines, on est bien heureux. Sur plus de 1500 séances, il y a eu plus de 2 millions de spectateurs. Au moment de la mort de Todd dans un accident d'avion privé, plus de 18 mois après la sortie du film, il avait remporté plus de 33 millions de dollars contre 6 millions pour sa création. Je vais de ce pas voir le film. C'est une sacrée épopée. J'ai appris que le film avait subi de nombreuses coupes, principalement une énorme partie du prologue. Seuls quelques brefs plans avec le journaliste Edward R. Murrow sont restés et l'intégralité des clips Trip to the Moon de George Méliès ont été coupés. Ne sachant pas cela avant de voir le film et voyant la version complète, je dois avouer que je me suis posé quelques questions si je voyais justement le bon film. Alors je dois dire qu'il y a des longueurs. Je comprends pourquoi il y a eu de nombreuses coupes. Mais je dois avouer qu'à l'époque, ça devait être absolument incroyable. Non seulement on visite dans je ne sais pas combien de pays, on voit les cultures, les couleurs, les animaux, enfin c'est juste magnifique. Mais aujourd'hui, c'est devenu très lent. Pendant tout le film, je me suis dit qu'on avait un Charlie Chaplin 2 à l'écran avec Cantinflas qui joue son premier rôle dans un film américain. Apparemment, Chaplin aurait confié lui-même au Times que Cantinflas était sans doute le plus grand clown au monde. Sur les affiches et programmes hispaniques, Cantinflas était présenté au-dessus des autres acteurs car il était très connu dans ces pays-là. Il y a aussi énormément d'apparitions de comédiennes et comédiens du monde entier, comme par exemple Marlène Dietrich, Fernandel, Frank Sinatra ou encore Buster Keaton, que j'ai eu du mal à reconnaître. Quoi qu'il en soit, film incroyable pour l'époque, des moyens absolument gigantissimes, et on le voit dans le résultat. Prochain film, Le pont de la rivière Kwai. Encore un film de guerre. Je me réjouis.